trajectoire de Lévinas, je relis quelques lignes de la page 128 avant de recommencer au bas de la page où nous étions arrivés. Je commence à la ligne 9 où il y a une ligne que je soulignerai en rouge et dont je crois vous avoir dit qu'elle pourrait servir de sous-titre à toutes nos pages ici. Lévinas, il parle de, je lis ligne 9, page 128, d'une dimension d'intériorité à partir d'une familiarité. Les mots sont évidemment à sa manière à lui. J'interprète cette phrase qui dit donc une dimension, la demeure. Nous découvrons ce que c'est avec Lévinas, ce que c'est que la demeure. C'est, réponse déjà, une dimension d'intériorité à partir d'une familiarité. Une dimension d'intériorité, je dirais, une dimension de chaleur intérieure, de chaleur expérimentée à l'intérieur de moi, à partir d'une familiarité. Familiarité avec quoi? Avec quoi? La réponse est à la ligne 13. Une intériorité, donc une chaleur intérieure à partir d'une familiarité avec la douceur, avec une douceur, ligne 13 à la fin, avec la douceur, une douceur provenant d'une amitié à l'égard de moi. C'est la réponse, d'où vient cette chaleur intérieure d'une amitié à l'égard de moi. Ce qui pose alors la question, comment, donc à la ligne 23, Lévinas pose la question, comment la séparation de la solitude, de la jouissance, comment l'intimité c'est privé, la familiarité c'est privé, comment l'intimité peuvent-elles se produire en face d'autrui qui fait irruption, qui est une extériorité pour le moins dérangeante. Or ici, il s'agit de douceur et pas du tout d'une extériorité fracassante. Comment donc la solitude dans laquelle j'expérimente mes jouissances et comment l'intimité familière peuvent-elles se produire en face d'un autrui qui est transcendant, qui fait irruption. Il repose la question, ligne 24, la présence d'autrui n'est-elle pas déjà langage, c'est-à-dire extériorité de nouveau, irruption, mise en question? La présence d'autrui n'est-elle pas déjà langage et transcendance, surprise et jugement? Et alors il donne lui-même la réponse, un début de réponse en tout cas. Il faut, ligne 26, il faut pour que l'intimité du recueillement puisse se produire, il faut que, je saute à la ligne, il faut que la présence d'autrui, ligne 23, ligne 28, pardon. Comment donc cette rencontre avec la douceur est-elle possible, cette chaleur intérieure? Il faut que la présence d'autrui, ligne 28, il faut que la présence d'autrui, je saute de ligne, se révèle à la ligne 29, il faut que la présence d'autrui se révèle simultanément avec cette présence dans sa retraite et dans son absence. Il faut une présence qui se retire dans son absence. Contradictoire, mais c'est ça qui fait le miracle de la chaude intériorité grâce à l'amitié de quelqu'un d'en face, dans une maison. Je relis la fin de ce paragraphe. Après quoi nous allons continuer, après quoi je vous poserai la question. Cette simultanéité donc, de présence et d'absence qui fait l'accueil. Il y a une question là? Cette simultanéité, ligne 30, cette simultanéité n'est pas une conséquence de la dialectique, allusion à Hegel bien sûr, mais l'essence même de la discrétion. Comment la présence dérangeante d'autrui peut-elle être en même temps douceur grâce à une manière, et cette manière s'appelle, ligne 32, la discrétion. Et Lévinas continue sur cette lancée-là, il a employé le mot discrétion, il continue, ligne 32, et l'autre alors,
dont la présence est discrètement une absence, et à partir de laquelle s'accomplit l'accueil hospitalier par excellence qui décrit le champ de l'intimité. L'autre, c'est bombe, la femme. Et puis, un catalogue de compliments tout à fait fracassant et absolument inattendu sous la plume de Lévinas, qui est très réservé de ce côté-là. La femme, ligne 35, la femme est la condition du recueillement de toute réflexion, la condition du recueillement de l'intériorité, le titre à la ligne 9, de la chaleur intérieure de la maison et de l'habitation. Fin de compliment, point de suspension. C'est ici que je m'arrête un moment pour bientôt vous donner la parole. Nous sommes arrivés, page 128 en dessous, au milieu d'une section qui a commencé à la page précédente, 127, une section où Lévinas nous parle de, je lis paragraphe 2, l'habitation et le féminin, sous-titre. Et ce paragraphe contient une série de descriptions fort pertinentes de sa part à lui, bien sûr, mais il y a un mais. Lévinas parle ici, et on l'a fait remarquer la semaine passée, Lévinas parle ici de son expérience concernant ce sous-titre, concernant l'habitation et le féminin, page 127, ligne 28. Il parle de son expérience sur ce sujet-là, alors que des tas de gens font une toute autre expérience de la même chose, de l'habitation et du féminin. Si bien que notre auteur a l'air de faire bande à part ici et de ne parler que pour lui-même ou quelques-uns qui sont comme lui, ce qui serait, parler rien que pour quelques-uns, ce serait un grand défaut en philosophie, puisque le discours philosophique se veut universel, valable pour tous. Alors je vous pose la question, s'il y a quelqu'un parmi vous qui aurait remarqué un aspect supplémentaire, un manquement supplémentaire qui confirmant cette grave lacune chez Lévinas de ne parler que pour certains. À vous de nous faire part, de nous faire profiter de votre expérience. S'il y a lieu, je vous cède la parole et j'écoute. Je demande à Daniel de bien vouloir brancher le micro en fonction des interventions. Merci à lui. La parole est au public. Oui, je pense que les participants peuvent... vous m'entendez? Oui, Oui. Oui. Je pense que les participants peuvent appuyer sur leur micro et parler. Je ne dois pas intervenir. Ah, ok. D'accord, ça va. Bien, merci du renseignement. Monsieur Robrecht, Oui, j'écoute, monsieur Baumann. Comme vous l'avez souligné, c'est étonnant dans un texte philosophique que l'auteur parle de son ressenti personnel. Oui, c'est trop personnel. Hein. La généralisation de ce qu'il écrit, je ne l'aperçois pas très bien, sauf si je remplace le mot la femme par un autre, ça peut être un autre être humain, autre être humain, oui. avec lequel j'aurais une, comment dirais-je, une complicité. Oui. Alors que ce soit un homme, une femme, peu importe pour moi. Voilà. Oui. Mais vous avez parfaitement raison. Et Lévinas va reprendre la question à la balle au bon, si je puis dire, à votre propre question. Ce sera dans 2 pages, à la page 31. Là, il affirmera textuellement, à partir de la ligne 17, il y aura une sorte de parenthèse dont il profite pour dire que le rôle féminin indispensable qui caractérise cette douceur de l'habitation, ce rôle féminin peut être tenu par quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi un homme, ça peut être quelqu'un d'autre. Ça ne doit pas nécessairement être quelqu'un du sexe féminin, pourvu qu'il ait la dimension de la féminité, pourvu qu'il soit, excusez-moi, aussi bien qu'une femme. Mais est-ce que l'idée n'étant pas
L'idée n'étant pas de partager cette demeure avec ce qui est l'altérité. Oui, oui, donc, C'est-à-dire que c'est le féminin par excellence dès la création. C'est qu'il y a Ezer Kenegdo, c'est-à-dire qu'on est face à l'altérité. Et que dans l'expérience juive, la vie commune ou le mariage sont vivement conseillés parce que c'est l'épreuve la plus difficile de la relation d'humanité avec ce qui est l'altérité. oui, donc il faut conjuguer amitié et altérité. C'est pas évident. Et ça ne réussit pas toujours. Oui, merci, Madame Louzia, de nous le dire. Tout à fait. Y a-t-il encore une précision quelque part? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on entend. Ah, est-ce que cette altérité, ce n'est pas simplement là, à la maison, qu'on trouve le feu, la lumière et la nourriture? Mais je dirais que ces éléments-là atténuent l'altérité. C'est eux qui orientent cette secousse d'extérieur d'altérité vers une douceur tout à fait unique, exceptionnelle, vers une discrétion. Je crois que le feu, etc., sont une manière d'atténuer le choc, si je puis dire, et de mettre la douceur là où il y a un affrontement, une surprise qui fait choc. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Nous avons fait le tour. Madame Perromet n'a rien à ajouter, mais elle a oui, parlé la semaine j'ai passée. déjà fait ma remarque sur le féminin, tu entends? Oui, on écoute. Mais Oui, oui, oui. j'avais déjà posé la question. Oui, la c'est fois ça. passée. C'est toi qui avais lancé la question la Est-ce semaine que passée. la princesse, la Oui, oui, princesse oui, de la fameuse Lévinas, princesse. n'est-ce pas un peu trop lévinassien, quoi? Je veux dire, effectivement, on peut mettre autre chose. Maintenant, il faut y réfléchir, évidemment, mais c'est très, très personnel ce qu'il dit. Oui, c'est trop personnel. Hein, oui. Mais voilà, cet aspect personnel qui rétrécit son discours, ce n'est pas. Oui, c'est un défaut. Là, je suis d'accord, il y a là une lacune, mais peut-être une lacune qui parfois est inévitable. Je vais essayer d'y répondre si vous me permettez de reprendre la parole. Monsieur Oui, monsieur Robrecht, excusez-moi pour la remarque que je vais faire. En vous écoutant, il y a parfois des personnes qui cohabitent dans la même demeure, mais où la douceur n'émergera jamais. Ah, Je pense en particulier à deux détenus vivant dans la même cellule Oula, dans la oui. prison de Saint-Gilles. oui, Ils vivent ensemble, ils sont différents et la douceur manquera. Oui, oh, ça risque d'être terrible d'ailleurs. Oui, ça doit être. Oui, Ça peut être terrible. Hein? Oui. Oh, Oui, donc ce n'est pas parce qu'il y a une présence qui pourrait être accueillante qu'elle est accueillante. Hein? oui, oui, c'est ça. Tout est aléatoire. Il s'agit de jouer la bonne carte de la bonne manière et je crois que c'est très difficile. Et même très rare, en disant très rare, j'accuse le reproche que nous faisons à Lévinas. Il nous parle d'une expérience à lui, mais qui est plutôt exceptionnelle. Oui, c'est ça. Oui. Comment justifier dans un livre de philosophie la relation d'une expérience aussi privée? Eh bien, comme Lévinas n'est pas ici n'est plus ici, il est mort en 95, il n'est plus ici pour répondre lui-même à ces objections très pertinentes, je vais quand même essayer de donner quelques éléments de réponse à sa place. Il voudra bien en excuser de leur caractère improvisé. Lévinas, en effet, donc, s'est engagé ici sur une piste particulière, même si c'est classique, la piste d'une maison stable et d'une femme qui préside à la destinée de cette maison. Mais c'est là un rétrécissement, puisqu'il y a d'autres manières d'habiter
pour ceux qui habitent la prison, comme vient de le lire M. Burman, c'est vraiment très différent. À ce rétrécissement particulier, s'en ajoute un second, c'est que Lévinas a eu beaucoup de chance. Lui, l'aventure d'une maison conjugale, il y a beaucoup de jeunes qui l'attendent, de jeunes et de moins jeunes, et ils sont très rares ceux qui réussissent cette aventure. Le discours de Lévinas, c'est donc, j'accuse le reproche, le discours de Lévinas, c'est donc celui d'un chanceur exceptionnel. Et je pense par exemple, outre à nos deux prisonniers, merci M. Burman, je pense à la solitude effrayante dans laquelle habitent, par exemple, tant de veuves et de veufs. Mais il y a également, heureusement pour Lévinas, il y a aussi 3-4 autres éléments dans ce dossier. Premier élément, première tentative de réponse donc, justifier un texte particulier dans un discours universel. Premier élément de réponse, si Lévinas nous parle de la chance qu'il a eue, c'est d'abord parce que tout écrivain fait cela plus ou moins, avec d'ailleurs plus ou moins de bonheur. Cette référence à l'expérience privée de l'auteur donne un précieux poids expérimental à ses écrits, un accent de vérité vécue qui y est aussi. Et donc, ce particularisme est d'une certaine manière inévitable et en partie souhaitable. Deuxième élément de réponse, il faut se rappeler, il faut savoir que Lévinas a l'habitude de parler, mais alors presque tous les jours, tout au long de sa vie, il parle à des jeunes. Il l'a fait comme éducateur et puis comme directeur de l'école normale israélite de Paris. Et il a donc toute sa vie enseigné à des centaines d'étudiants, de futurs enseignants d'ailleurs. Il parlait à des jeunes qui n'avaient pas encore de problème d'habitation, ou presque pas. Des jeunes devant lesquels plusieurs pistes s'ouvraient à ce moment-là, ils étaient aux études. Et là, je crois que leur professeur tenait, et avec raison, tenait à les faire profiter de son expérience à lui, tenait à leur signaler une piste qui méritait de faire un effort de ce côté-là. Troisième élément de réponse, il y a évidemment le public plus large, un public fait d'adultes, eux déjà engagés dans leur piste à eux. Et là, j'ai tout de même l'impression que Lévinas leur signale deux nécessités qui, elles, sont pour tous, deux nécessités qui concernent tout le monde, qui sont universelles. Première nécessité, nous avons le besoin d'habiter quelque part, tout le monde. L'habitat fait partie des 3 nécessités premières de tout corps humain, où les étudiants sont habitués, que je résume par les majuscules, les premières lettres de nourriture, vêtements, logement, qui ne se discute pas, besoin qui ne se discute pas, c'est une nécessité pour tous. Et les 3 au même titre. Donc, nous avons besoin de nourriture, de vêtements, de logement au même titre que la nourriture. Nous verrons ça dans quelques pages. C'était une première nécessité qui est universelle. La seconde nécessité à laquelle Lévinas est souvent attentif, c'est que l'accueil de douceur et de chaleur, chacun espère le trouver dans cet indispensable havre qu'est la maison, havre dont il parle, Lévinas, avec le mot tranquillité, ça ce sera à la page 131, ligne 31, la maison comme havre de tranquillité auquel tout le monde universellement aspire. Et donc, dans ce cas-ci, dans ces deux cas, dans ces deux nécessités, Lévinas parle pour chacun. Il parle de choses dont toute personne a besoin, ce qu'elle cherche à travers des essais et des erreurs, chacun selon son aventure à lui, bien sûr, son aventure qui est éminemment respectable, même si elle est très différente de celle dont parle Lévinas. Et enfin, dernier élément de réponse à ce
discours trop particulier. Il y a un encouragement ici que le texte donne à son lecteur, qui que vous soyez, où que vous soyez, qui que vous soyez, vous souhaitez trouver une habitation, trouver le titre du paragraphe de la page 127, c'est vous espérez trouver habitation et féminité. Féminité vécue par une femme ou par quelqu'un d'autre. Habitation et féminité qui sont des valeurs sûres, pour ne pas dire indispensables. Donc tout le monde souhaite les trouver ces valeurs hyper précieuses, les trouver. Je mets 3 petits points de ce mot, derrière ce mot, et même un point de les trouver, les recevoir. C'est ça, les trouver. Il faut que je les rencontre, que ça me tombe dessus. Et ici, j'inverse, avec Lévinas d'ailleurs, j'inverse la situation. Au lieu d'attendre que ces choses me soient données, si je commençais moi-même à les donner, au lieu d'attendre que cela me vienne. Si je commençais moi-même, en toute occasion, à accueillir avec chaleur et à donner cette douceur, à donner, au lieu de l'attendre, à donner cette douceur que tout le monde souhaite, en donnant de ces valeurs féminines, je les ferai exister là où elles n'existaient pas. Et ça me fait penser à une expression de nos amis juifs, puisque nous sommes à la maison de la culture juive, qui élit chaque année un mensch de l'année, un homme éminemment méritant pour cette année-là, ou une femme. Et je ne vise personne, n'est-ce pas? Suivez mon gars, Madame Chaïd. Là, il y a la fameuse expression en hébreu, mais surtout en yiddish. Là où il n'y a pas de mensch, toi, sois le mensch. Sois toi un homme humain, responsable et engagé. Eh bien, en donnant chaleur et accueil, je ferai exister ces valeurs là où elles n'existaient pas encore, et les faisant exister, j'en profiterai moi-même, oui. J'en profiterai non pas en premier, je ne serai pas le premier à en profiter, mais je serai le second seulement à en profiter, mais le second, n'est-ce pas là, justement, en seconde place, n'est-ce pas là que se situe le privilège du féminin, le précieux privilège de la douceur et de la discrétion dont nous parle Lévinas, le précieux privilège de la seconde place. Je crois que devant cette invitation-là, chaque lecteur, qui qu'il soit, pourra éventuellement trouver dans ces pages une proposition toute simple, mais capable d'orienter ses propres tâtonnements. Voilà ce que j'essaye de répondre pour passer du discours trop particulier de Lévinas à sa valeur, à sa pertinence philosophique malgré tout. Il y a parfois des paradoxes, et chez Lévinas, on est servi. Avant de reprendre la lecture, au bas de la page 128, je vous signale quand même, pour que vous évitez des crispations ou des désespoirs inutiles devant la complication de ce qui va suivre, ces pages qui vont suivre, que nous sommes en train de déchiffrer, ne demandent pas un effort de synthèse, ou très peu. Donc, il s'agit de comprendre, de mettre ensemble, oui, mais il s'agit surtout d'apprécier chaque fragment, chaque morceau, chaque alinéa et même chaque phrase a une extraordinaire justesse et ne demande pas nécessairement d'être inséré dans un grand ensemble qui explique des tas de choses. Le principal, lorsque nous allons faire, c'est de remarquer, d'apprécier la justesse de l'observation dans cet aspect-là, ce détail-là de ce que nous faisons distraitement quand nous habitons une maison, quand nous avons la chance, peut-être comme Lévinas, d'apprécier une maison chaleureuse et pleine de douceur.
Donc, nous terminons, page 128, à la ligne 35, sur un catalogue de compliments qui ne sont vraiment pas dans l'ordinaire de notre auteur. Mais voilà, il a fait un effort surhumain et il a allongé les compliments à l'adresse de ces dames. Apprécions le gros effort et applaudissons. Ligne, je vous rappelle ce catalogue, 35, ligne 35, la femme est la condition, donc, sinon il n'y a pas, la condition du recueillement, de l'intériorité, de la maison et de l'habitation. Je vous signale, ligne 35, derrière le mot intériorité, il n'y a pas de virgule, mais on peut très bien en mettre une, et ça peut même faciliter la lecture. Ligne 37. La question étant posée, comment une rencontre d'altérité peut-elle être douce malgré tout? La réponse, c'est la manière féminine. Il reprend cette réponse en y ajoutant quelques détails. Ligne 37. Le simple vivre de l'agrément spontané des éléments. Ici, c'est tout simple. Vous entendez le mot élément et vous mettez à la place le mot aliment. Les éléments, ce sont les matériaux dont nous sommes composés. Il en donnera une liste dans 2 pages. Dans 2 pages, non, oui. Enfin, je ne vais pas l'endroit pour le moment. En tout cas, il s'agit de la terre, de l'air, de la lumière, etc., des éléments dont nous sommes, dont notre corps est composé. Ligne 37, donc. Le simple vivre de tout ce dont nous vivons, le simple vivre de, l'agrément, il y a 2 sujets donc à la phase, le simple vivre de, et le simple agrément spontané des éléments, des aliments, n'est pas encore habitation. Lévinas annonce une différence entre manger et habiter, ce n'est pas la même chose. Mais non, mais d'un autre côté, l'habitation, ligne avant-dernière, l'habitation n'est pas encore la transcendance, l'extériorité forte du langage qui met en question. L'habitation est comme une zone tampon, plus perfectionnée, disons, que la jouissance des aliments, et évitant la dureté, l'affrontement d'une transcendance d'un langage dur, comme il est habituellement. Fin de la page 128, autrui, ici la femme, autrui qui accueille dans l'intimité n'est pas encore le vous du visage qui se révèle dans une dimension de hauteur, mais précisément le tu de la familiarité. Ce n'est pas un personnage qui vient d'en haut, dimension de la hauteur, mais c'est un personnage familier, c'est ça le paradoxe, la merveille de la féminité. Le visage pour Lévinas, en effet, chaque fois, ça ne rate pas. Le visage, ligne 1, se révèle chez Lévinas dans une dimension de hauteur. Je suis tout petit devant celui ou celle qui me parle. C'est chaque fois mon maître, dira-t-il, et il m'apporte ce qu'il me dit est un commandement, je suis obligé d'en tenir compte. Dimension de hauteur, dimension de mise en question, dimension qui me secoue. Non, ici c'est l'inverse, ligne 2, c'est le tu, non pas le vous, éminemment respectueux, mais le tu de la familiarité, le langage sans enseignement. Tout langage pour Lévinas est enseignement, c'est-à-dire m'apporte une chose que je n'aurais pas pu trouver moi-même. C'est une révélation. Ici, au contraire, grâce à Madame, il y a ligne 2 à la fin, il y a un langage sans enseignement, un langage qui ne fait pas la leçon, comme Lévinas est en train de vous la faire et moi comme lui. C'est un langage silencieux, je dirais, un langage des corps, sans nécessairement émettre des bruits. Il y a un langage des corps qui est hyper précieux, auquel Lévinas fait allusion ici. Nos corps se devinent. Quand quelqu'un fait un geste, on devine sans commentaire, sans explication, ce que ce geste veut dire. Un sourire est immédiatement
traité pour ce qu'il est. Langage silencieux, dit la ligne 3, je précise, langage des corps sans bruit, virgule, entente sans mots, un accord sans mots, et en effet, souvent, les mots cassent la bonne entente et enveniment les choses. Une entente sans mots, on se devine, virgule, expression dans le secret, fin de la page de la ligne 3, expression dans le secret, secret qui fait écho ici au mot discrétion de la page précédente, bien entendu. Discrétion figurait à la ligne 32, page 128. Langage, expression dans le secret. Ensuite, allusion à Martin Buber, qui est des références de Lévinas et qui salue au passage, même si au passage, à d'autres passages, il le critique vertement. Ici, le « je tue » de Buber vient parfaitement à sa place, c'est ce qu'il nous dit à la ligne 4. Le « je tue » de Martin Buber, le « je tue » où Buber aperçoit la catégorie de la relation interhumaine, n'est pas la relation avec l'interlocuteur exigeant extérieur, mais relation avec l'altérité au féminin, la divinité en toute douceur. Cette altérité-là, exceptionnelle, cette altérité, je suis à la ligne 6, cette altérité se situe sur un autre plan que le langage habituel et dur, un autre plan. Cette altérité-là ne se représente nullement, n'est nullement un langage tronqué. Je vous citais le langage des corps, le langage muet, ce serait un langage de second ordre, un langage diminué. Bien Lévinas a ici l'excellente idée de nous dire le contraire. Non, non, le langage des corps est plus fort que le langage des mots et souvent beaucoup mieux adapté. Cette altérité se situe, donc je lis la ligne 6, cette altérité, ce langage des corps, se situe sur un autre plan que le langage habituel et ne représente nullement un langage tronqué, balbutiant ou encore élémentaire. Non, 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 ce n'est pas un langage qui se cherche, c'est un langage tout à fait riche et même plus riche que l'autre. Au contraire, dit Lévinas, la discrétion, la voilà qui revient. La discrétion de cette présence qui est en même temps absence, la discrétion de cette présence inclut toutes les possibilités, donc est aussi riche, toutes les possibilités de la relation transcendante avec autrui, c'est une relation pleine et pas fondamentale. Elle, cette discrétion, ligne 10, elle, cette discrétion ne se comprend et n'exerce sa fonction d'intériorisation que sur le fond de la pleine personnalité humaine. Donc, le langage des corps est tenu par des personnes totalement adultes, personnelles et responsables. Une intériorisation qui fait allusion au mot intériorité de la page précédente, à peu près un peu plus haut dans la page précédente, à la ligne 9, vous aviez ce que je vais appeler le sous-titre de ces pages, une dimension d'intériorité. Eh bien ici, le langage des corps dont parle Lévinas, ligne 11, a une fonction d'intériorisation. Il communique une chaleur que les mots ne parviennent pas à communiquer de la même façon. Et sur le fond donc émis sur un fond de pleine personnalité humaine, mais qui, dans la femme, précisément, ligne 12, là, intériorisation, donc discrétion, qui, justement, dans la femme, peut précisément se réserver, discrétion, se réserver pour ouvrir la dimension de l'intériorité, pour me parler à l'intérieur de moi-même et réchauffer mon intériorité. Et c'est là une possibilité nouvelle, une surprise, la rencontre de cet accueil, de cette amitié. C'est là une possibilité nouvelle, irréductible, tout à fait spéciale, une défiance délicieuse dans l'être, dans les rapports habituels, dans les rapports sociaux et impersonnels. Il y a là une défaillance, une exception,
L'habitation, disait-il, page 124, jouissait d'une extraterritorialité. Le territoire courant de nos rencontres est dur, froid et problématique. Ici, c'est une intériorité pleine de chaleur. Cette extraterritorialité était citée à la page 124. Je vous conseille, pendant que nous lisons ces pages-ci, d'avoir devant les yeux la page 124, parce que Lévinas y fera allusion à chaque page, plusieurs fois à chaque page, la fameuse page 124 qui résumait la suite et que nous avons vue la semaine passée. Donc, il y a ici, apparaît à la ligne 14 une possibilité nouvelle, l'accueil féminin, une défaillance délicieuse dans l'être rigoureux, la situation rigoureuse et dure dans laquelle j'évolue couramment, et ici, une défaillance délicieuse dans l'être qui est source de la douceur en soi, de la douceur elle-même, expérience exceptionnelle, extraterritoriale, hors du territoire dur habituel. Ligne 16 alors, la familiarité, qui faisait partie du sous-titre que je vous proposais, ligne 9 de la page 128, la familiarité, l'immersion dans un accueil amical. La familiarité est un accomplissement, un couronnement, un triomphe. La familiarité est un accomplissement, une énergie, dit-il, de la séparation. Donc il va employer plusieurs fois le mot énergie ici, en soulignant son origine grecque, mais c'est par manque de bol, il ne prend pas dans la manière dont Aristote emploie ce mot énergia. Lévinas l'emploie à sa manière, qui est chaque fois différente. Il faudra chaque fois, à partir du contexte, on n'a rien d'autre, il faudra à partir du contexte deviner ce qu'il veut dire par ce mot énergie, qui est évidemment à voir avec force, avec une expérience forte et impressionnante. Ici, je mettrai le mot énergie en équivalence avec le mot prouesse. Ligne 16 donc. Ligne 16. Oui, la familiarité, la chaleur familière est un accomplissement, une prouesse de la séparation, c'est-à-dire de mon identité. Mon identité qui me sépare de tout le reste a le privilège, la nouvelle possibilité d'être en même temps accueilli, d'être retiré de tout et en même temps accueilli. C'est une illustration, si vous avez un peu de mémoire, de ce que Lévinas appelait le statut de créer. Créer, c'est-à-dire venant de l'extérieur et à partir de cet extérieur, fabriquant mon identité intérieure. Paradoxe incompréhensible. Ça se présente comme une contradiction. Comment, avec de l'extérieur, fabriquer de l'intérieur? Comment est-il possible qu'avec des tas de choses qui ne viennent pas de moi, qui ne sont pas moi, qu'avec ces choses-là, je fabrique mon moi personnel séparé avec son identité propre? Point d'interrogation, paradoxe de la création, que j'ai précisé en disant, l'expression, je crois, vient de Lévinas, il s'agit d'une autonomie en relation. Je suis autonome, je suis moi, j'ai mon identité à moi et elle est unique, et en même temps, elle est en relation. Cette autonomie me vient d'ailleurs. Nous en avons ici une illustration forte avec l'accueil féminin. Cet accueil vient évidemment d'en face, il ne vient pas de moi, et c'est cela qui donne chaud à mon intériorité la plus intérieure. Ligne 16 donc, la familiarité et la chaleur de l'accueil amical. La familiarité est un accomplissement, une énergie, une prouesse de la séparation, un triomphe de la séparation dans son statut créé paradoxal. À partir d'elle, à partir de cette familiarité, la séparation, mon identité, se constitue comme demeure et habitation. Étonnamment, nouveauté super étonnante. Une autonomie en relation. Ici, la relation, c'est la demeure et l'habitation dans
quelqu'un qui m'accueille avec amitié. Et phrase clé alors qui résume tout ça, ligne 18, exister signifie dès lors demeurer. Très fort comme expression. Qu'est-ce que je fais en existant? Je demeure. J'ai besoin d'une maison pour exister. Ça faisait partie de nos trois besoins, de l'attentat, nourriture, vêtements, logement. Mais Lévinas ici a la bonne idée de mettre l'accent sur cette troisième nécessité qui est aussi indispensable que les deux autres, nourriture, vêtements et logement. Ici, exister signifie demeurer, au même titre que manger et me revêtir d'un costume qui me rend présentable. Exister, ligne 18, exister signifie demeurer. On a une maison, on ne s'en rend pas compte que l'existence n'est possible que grâce à cette maison. Nous en aurons encore d'autres exemples, un peu de passage. Est-ce que, excusez-moi, Allez. Vous pourriez clarifier ce que signifie ici exister, parce que c'est aller vers l'extérieur. Je n'entends rien. Est-ce que vous pourriez préciser ce qu'il veut dire par exister? Je n'ai pas entendu la question. Ah! Si vous voulez parler un peu plus fort. Ah oui. Est-ce que pouvez-vous clarifier ce qu'il veut dire par exister? Exister, c'est aller vers l'extérieur. Exister. Exister. Oui. Exister, être là. Vivre, tout simplement. C'est le mot le plus simple, le plus général possible. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une idée d'aller vers l'extérieur? Oui, bien sûr. La différence entre être et exister. Oui. Exister, c'est aller. Donc, est-ce qu'ici, on peut aussi dire que c'est aller vers l'extérieur? Oui, il y a tout. Qui est aussi paradoxal, puisqu'il dit que ça veut dire demeurer. Il y a toutes sortes d'exister, et l'exister humain est extrêmement exigeant et complexe, tordu aussi, mais extrêmement prometteur. Donc, c'est énorme, tout ce qu'on peut mettre dans ce mot exister. Oui. Mais cet exister n'est pas possible si je n'ai pas une maison aussi, comme j'ai un vêtement et comme j'ai à manger pour ce midi. Okay. Indispensable. Besoin de demeurer, besoin vital, pas d'existence sans demeure. Merci. La phrase suivante, je vous propose de la mettre entre parenthèses à partir du premier mot. Je garde le premier mot, demeurer. Oui, et là, vous commencez une parenthèse qui comprend 2 lignes jusqu'à la ligne 21, après le troisième mot qui est « il ». Là, vous fermez la parenthèse. Et alors, je lis en sautant cette parenthèse. Demeurer, je saute, est un recueillement. Donc, il vient de dire exister signifie demeurer. Qu'est-ce que c'est que c'est un recueillement, une venue vers soi, une retraite chez soi, comme dans une tête d'asile qui répond à une hospitalité, à une attente, à un accueil humain. Et donc, Lévinas rappelle le paragraphe ici, le paradoxe, pardon. Je viens dans cette demeure, je viens vers moi, je peux me recueillir avec moi-même. Il s'agit d'une retraite chez soi, dit la ligne 30, une retraite chez soi. Et quelle est cette retraite chez soi? C'est une retraite chez l'autre. C'est une venue vers soi, mais à partir d'une terre d'asile, une terre où je suis reçu à la manière d'une terre d'asile. Cette venue vers moi répond à une hospitalité, à un accueil qui vient d'en face. Une hospitalité, une attente d'en face, un accueil humain, comme dit la ligne 33. La parenthèse que je vous ai proposée était une allusion, une petite pique du côté de Heidegger et de son existence à lui, qui est d'être jeté dans ce monde sans ménagement. Donc, comme vous avez vu, j'espère, la phrase peut être enjambée et facilite la progression pour le lecteur. Donc, il y a ici exister signifie demeurer, ligne 18,
et demeurer, c'est-à-dire recevoir d'en face, mais dans la douceur, la possibilité d'un recueillement et d'une retraite chez soi grâce à un accueil extérieur. Ligne 28, accueil humain, où le langage qui se tait reste une possibilité essentielle. Accueil humain, accueil typiquement humain, geste typiquement humain, nous qui essayons de faire mieux que l'animal, eh bien voilà une occasion, accueil spécifiquement humain, où le langage qui se tait reste une possibilité, je dirais une nécessité essentielle, sinon il n'y aura pas d'accueil. Le langage est-il le langage qui se tait? Je ne sais pas si vous remarquez la portée délirante de cette expression, un langage qui se tait. Alors évidemment, il y a moyen de se rattraper en pensant à la ligne 3 de la même page. Il s'agissait d'un langage silencieux que je vous ai précisé en parlant d'un langage des corps. Oui. Eh bien voilà, comme ça, la chose est compréhensible. Accueil humain où le langage des corps, où le langage qui se tait, reste une possibilité essentielle. Des gestes qui parlent et pas de discours, s'il vous plaît. Pas besoin de discours. Je prends l'expression au bon pour lire cette phrase avec un brin d'humour, comme ceci. À propos de la fameuse expression, le langage qui se tait. Lévinas a donné, il n'y a même pas une page, une série de compliments extraordinaires à la femme. Il s'est vraiment forcé. Je crois qu'il a fait un effort démesuré pour arriver à sortir tous ces compliments pour ces dames. Il a fait tellement d'efforts, notre ami Lévinas, qu'il en est tout épuisé et qu'il a besoin de compensation, qu'il a besoin de corriger ce qu'il a dit là avec un enthousiasme aussi coûteux. Et ici, à la ligne 28, j'ai l'impression la ligne 24, pardon, j'ai l'impression qu'il se rattrape et que nous avons un effet de compensation, un effet de balancement, de contrepoids à ces beaux compliments de la page précédente. Ici, il recommande et il apprécie, surtout chez les dames, il apprécie leur langage quand il se tait. 3 petits points. Après cette phrase qui le décompresse, qui le remet en équilibre avec son machisme habituel, vient une allusion à Baudelaire. Les 4 lignes qui suivent sont une allusion à Baudelaire qu'à la fois il intègre, Baudelaire, le poète de la féminité, sa mulâtresse formidable, etc., les fleurs du mal. Lévinas va nous dire qu'il ne travaille pas du tout dans la ligne de Baudelaire, mais en attendant, il intègre Baudelaire. C'est une très belle parenthèse qui va de la fin de la ligne 24 jusqu'à la ligne 28. Je vous lis cette belle parenthèse où à la fois il applaudit Baudelaire, dit qu'il est tout différent, mais assume, est tout heureux d'assumer les passages érotiques de notre poète. Lisons cette phrase-là, fin de la ligne 24. Ces allées et venues, il s'agit de Madame, description de la princesse de Baudelaire. Ces allées et venues silencieuses de l'être féminin qui fait résonner de ses pas les épaisseurs secrètes de l'être, de moi-même. C'est donc cette description remarquable chez Baudelaire. Cela, non, je refuse, dit Lévinas, mais il ne refuse pas. Cela n'est pas le trouble mystère de la présence animale et féline dont Baudelaire se plaît à évoquer l'étrange ambiguïté. Donc je me désolidarise tout à fait avec
notre ami Baudelaire, et j'applaudis de main sa merveilleuse description de cette présence animale et féline. Voilà. Nous avons terminé la fois passée sur un compliment formidable de la page 128. Je vous propose d'arrêter 5 minutes sur ce très beau compliment aussi adressé à la présence animale et féline de ces dames. Merci à elles. Quand on parle de familiarité, oui, pensons d'abord à la maman et son bébé, c'est de là que tout vient. Nous étions à la page 129, à l'alinéa à peu près, juste à la ligne 29, où il annonce en effet la suite. La suite, je vous avertissais, ce sont des fragments à prendre pour eux-mêmes, de petites descriptions qui nous font voir ce qu'on ne voit pas d'habitude et qu'il faut prendre sans trop chercher à faire des synthèses. Ligne 29, page 129. La séparation, donc, l'identité du moi. La séparation qui se concrétise, il a dit, qui se couronne, qui se réussit à travers l'intimité de la demeure, dessine, en même temps, inaugure de nouveaux rapports avec les éléments. Ah ben, vous avez là, dans 3 lignes, à la ligne 34, vous avez une énumération de ce qu'il entend par éléments, la terre, l'air, la lumière, la forêt, la route, la mer et le fleuve. Toutes mes composantes qui viennent de partout et à partir desquelles s'érige paradoxalement ma personnalité, mon identité qui vient d'ailleurs. Donc, Lévinas va nous additionner quelques nouveaux rapports, dit-il à la ligne 30, des nouveaux rapports, des découvertes de tout ce qui se passe quand nous habitons une maison sans y penser, et ici nous allons y penser. Alinéa 3, après l'habitation et le féminin, nous passons à la maison et la possession. Ce mot possession va devenir un refrain constant à travers les pages qui suivent. Il s'agit d'une possession, posséder une maison qui est une possession tout à fait spéciale, tout à fait curieuse. On va essayer de découvrir dans sa particularité, et possession d'une maison à partir de laquelle les autres possessions deviennent possibles. C'est ce que nous allons voir. Lévinas va commencer par nous dire que la maison est au-delà, est déjà un cran plus haut, disons, vers l'humain, que la simple jouissance du premier stade. La maison, si vous vous rappelez les 4 stades, la maison n'est pas encore le stade tout à fait actif et difficile du second stade, mais elle serait entre les deux, un démarrage en tout cas, au-delà de la jouissance. C'est ce qu'il nous dit maintenant, ligne 32. La maison n'enracine pas, donc ne se contente pas de laisser l'être séparé enraciné. La maison n'enracine pas l'être séparé, l'être qui a un moi, n'enracine pas l'être séparé dans un terroir pour le laisser en communication végétale avec les éléments. Les éléments, on va voir lesquels, elle, donc la maison, se situe en retrait, je dirais en progrès par rapport à l'anonymat de ces éléments, par rapport à l'anonymat de mes composantes anonymes, l'anonymat de la terre, de l'air, de la lumière, de la forêt, de la route, de la mer et du fleuve. La maison, il s'agit toujours de elle, ligne 35 à la fin, la maison, elle, a pignon sur rue, hein, c'est le cas de le dire, mais aussi elle a son secret. La ligne, 2 lignes plus haut, il avait parlé d'un retrait par rapport aux éléments qui, eux, sont hyper visibles. Ici, il parle d'un secret. Et évidemment, dans le mot secret, nous avons le mot discrétion qui résonne encore de la page précédente. Ligne 36, au milieu, à partir de la demeure. Ce à partir, je vous l'avais déjà annoncé comme un thème qui traverse toutes ces pages. Tout commence à partir de là.
la maison comme partie intégrante de moi, corps, partie intégrante de moi-même, partie de mon point de vue à vue, c'est à partir de moi, corps, et de moi, demeure, que je fais tout le reste, que tout le reste devient possible, que toutes les activités humaines, tout le savoir humain devient possible, c'est de Lévinas. Donc, à partir est solennel et martelé à chaque occasion. Ligne 36, à partir de la demeure, l'être séparé, moi, rompt, d'une certaine manière. 3 lignes plus haut, il avait parlé d'un retrait. Rompt avec l'existence naturelle, baignant dans un milieu où sa jouissance, sans sécurité, crispée déjà, s'avertissait en souci. Là, Lévinas fait un raccourci, il fait allusion donc évidemment au stade 1, le stade de la jouissance, mais il introduit, et on avait vu que cette jouissance était suffisante, était plénière d'une certaine manière, mais pas longtemps. Ici, Lévinas raccourcit les deux expériences, à la fois celle de la jouissance et de l'interruption de cette jouissance qui vient tôt ou tard, bien entendu, et qui vient alors arrêter cette sécurité, cette souveraineté qui caractérisait la jouissance. Je relis la phrase en entier, ligne 36 au milieu. À partir de la demeure, l'être séparé rompt avec l'existence naturelle baignant dans un milieu où sa jouissance sans sécurité déjà, crispée bientôt, s'avertissait en souci. Le souci fait allusion à Heidegger et tombe très bien ici, il me semble. Ceci dont il parlait déjà à la page 124, comme je vous l'avais annoncé, tout ceci est déjà annoncé, page 124. Ici, c'est une allusion à la ligne 9 de la page 124, où dans le souci apparaissait dans la jouissance, apparaissait le souci du lendemain et d'autres soucis de l'avenir, etc. Ligne 130, oui, oh, merci Daniel d'être si prévenant. Circulant, je dis ligne 1, circulant entre la visibilité et l'invisibilité, il est l'être séparé, moi, il est toujours, c'est fort ça, il est toujours en partance pour l'intérieur, dont sa maison, ou son coin, ou sa tente, ou sa cabane, est le vestibule. Ça fait deux choses dans cette phrase. D'abord, une circulation entre le visible, les choses qu'on voit, et l'invisible. L'invisible, ici, Lévinas fait allusion à ce qu'il avait déjà dit de cet environnement lointain, oh, pas si lointain que ça, qui nous enserre de toutes parts. Il n'est pas seulement lointain, il nous agresse d'une certaine manière. Un environnement inconnu, où les éléments se perdent, les éléments qui nous constituent, qui viennent de là et qui s'y perdent. Inconnu, cet environnement, cet horizon tout autour, et qui donc, étant inconnu, est aussi une menace. Il vient de parler d'une jouissance qui est crispée, qui n'est plus tout à fait jouissance, qui se développe en souci. Eh bien, le souci vient, entre autres, de ce que nous sommes entourés d'un inconnu forcément menaçant. Lévinas osait appeler, page 124, pour ne pas la citer, il osait l'appeler à la page 124 une sorte de néant, un mot qui reviendra encore, une sorte de néant envoûtant qui nous opprime tout autour et sur lequel débouche ici la visibilité des choses, les choses visibles sont à l'avant-plan d'un horizon qui lui est invisible et menaçant, appelé néant une fois ou l'autre. C'était une première affirmation dans cette phrase. Une seconde affirmation, c'est que l'être séparé, donc moi, est toujours, fin de la ligne 1, est toujours en partance pour l'intérieur de la maison, bien sûr. C'est très fort comme affirmation. Là, tantôt, il nous disait exister, c'est demeurer. Ici, ça se confirme. Disons, exister, c'est toujours demeurer. Ici, il dit
l'être séparé, l'être qui a une identité, est toujours en partance pour l'intérieur. Ça fait partie de son corps, de sa manière, de l'existence tout court. Il est en partance pour l'intérieur. Donc, quoi qu'il fasse, où qu'il soit, où qu'il aille, la personne humaine est en partance pour l'intérieur, est en train d'espérer, d'attendre, de se tourner vers l'intérieur, la chaleur d'une maison, la chaleur de l'intérieur dans sa maison, ou son coin, ou sa tente, est le vestibule, est le début. Attirance permanente, toujours, vers la maison dont je ne peux pas me passer et qui est toujours ce vers quoi je me dirige. Quoi que j'arrive toute la journée, exister, c'est demeurer, c'est être en partance pour l'intérieur, ligne 2. En partance pour l'intérieur, ça veut dire en partance vers Madame, dont la maison est le vestibule, le début. Ligne 3. Au milieu, la fonction originelle de la maison ne consiste donc pas à orienter l'être humain par l'architecture du bâtiment et à découvrir un lieu. C'est ça, évidemment, on va dire le contraire. Mais ce n'est pas seulement ça. La fonction originelle de la maison, c'est aussi de rompre, ligne 5, de rompre le plein de l'élément, de nous protéger du plein de l'élément. Son rôle, la fonction originelle de la maison, c'est aussi de nous ouvrir, ligne 6, de nous ouvrir dans les éléments, dans ce plein qui fait impression, qui ressemble à un néant, de nous ouvrir dans ce plein l'utopie, où le je recueille en demeurant chez soi, où le je se recueille en demeurant chez soi. L'utopie de la maison, bien entendu. Il s'agit de découvrir un lieu, dit la ligne 5, découvrir un lieu, et ce lieu est paradoxalement appelé à la ligne suivante l'utopie. L'utopie, ça veut dire un lieu qui n'a pas d'endroit, un lieu non localisable, un non-lieu exactement, en transformant le U en alpha privatif, d'après l'origine grecque du mot. Donc, la fonction originelle de la maison, dit la ligne 3, c'est d'ouvrir dans le plein de l'élément qui nous menace, d'ouvrir dans le plein de l'élément un endroit qui n'a pas d'endroit, un lieu sans lieu, une extraterritorialité, disait la page 124 à la ligne 17. Un non-lieu où une maison, où le je se recueille en demeurant chez soi, mais tout autant en demeurant chez Madame. Mais, bon, c'est énième coup de chapeau. Et puis, Lévinas annonçait de nouveaux rapports, ligne 30 de la page précédente, de nouveaux rapports. Il va nous embarquer dans la description de ces nouveaux rapports à partir de la ligne 7, la séparation qui triomphe dans la maison. L'identité du moi ne m'isole pas. On avait vu à quel point il insistait, Lévinas insistait sur l'immersion qui est la mienne dans les choses. Nous sommes une autonomie, nous jouissons d'une autonomie en relation, une relation qui n'en finit pas. Donc ici, en effet, la séparation, ligne 7, ma séparation, mon identité ne m'isole pas comme si j'étais simplement arraché en dehors des éléments, non, elle rend possible le travail et la propriété. Voilà deux aspects dans lesquels je retrouve mes éléments, que je ne quitte jamais, même si je les quitte toujours. Elle rend possible cette séparation, cette rupture, elle rend possible, en prenant elle rend cette relation possible, relation en autonomie, grâce aux deux modalités du travail et de la propriété, propriété annoncée, possession annoncée au titre du paragraphe. Le paragraphe suivant, je vous propose de le mettre entre parenthèses. De mettre entre parenthèses les 5 premières lignes. Donc, depuis le début de la ligne 10, avant le mot « la jouissance », vous mettez une parenthèse et vous fermez la parenthèse à la ligne 14, après le premier
la première fin de mot après le mot élément. Là, vous fermez la parenthèse. Qui complique inutilement le discours de Lévinas. Je peux sauter, en effet, comme je vais le faire, de la ligne 8 à la ligne 14. Vous verrez que ça se tient très bien. Elle, il s'agit de la maison. La maison de l'utopie de la maison ne me sépare pas des éléments, disait-il. La maison, ligne 8, rend possible le travail et la propriété. Je saute à la ligne 14. La demeure reste à sa façon ouverte, en effet, sur l'élément dont elle nous sépare, dont je me sépare, et dont elle m'aide à me séparer, paradoxe du créé. Exemple, il va prendre l'exemple de la fenêtre. Comment la demeure me permet-elle de me recueillir rien que chez moi, en restant ouvert sur l'élément dont elle sépare? Eh bien, voici l'exemple de la fenêtre. À la distance donc, entre les choses et moi, à la distance, par elle-même ambiguë, à la fois éloignée et rapprochement, la fenêtre enlève cette ambiguïté. Donc, avec la fenêtre, je suis éloigné des choses, je les regarde de derrière ma fenêtre, mais en même temps, je les regarde, je me rapproche des choses. Ambiguïté de la fenêtre, ou plutôt la fenêtre joue, enlève cette ambiguïté et rend possible, ligne 17, rend possible un regard qui domine le regard de celui qui échappe au regard, n'est-ce pas, derrière le rideau, il n'y a personne qui vous voit, mais vous voyez une petite particularité de la fenêtre. Elle rend possible, ligne 17, la fenêtre rend possible un regard qui domine, un regard de celui qui échappe au regard, tout en regardant, le regard qui contemple. Lévinas appelle ça contempler, et vous soulignez le mot ici, dont il vient de vous donner la portée qu'il a, ce mot chez Lévinas. Régulièrement, le mot contempler revient chez lui, et oui, ici vous avez la tonalité que Lévinas y met. C'est un mot qui peut être employé de mille façons, bien entendu, comme beaucoup de nos mots. Qu'est-ce que Lévinas met dans le mot contempler? Eh bien, c'est marqué à la ligne juste au-dessus du mot contempler, un regard qui domine. La ligne 17, donc, donne l'emploi que fait Lévinas du mot contempler. Il s'agit de regarder en dominant, regarder en échappant au regard, regard qui contemple. En regardant par la fenêtre, ligne 18, à la fin, les éléments restent à la disposition du moi. Je les prends ou je les laisse à volonté, je regarde ou je ne regarde pas, j'en tiens compte ou j'en tiens pas compte. Je contemple, je suis maître de la situation, je domine. Et le travail, autre chose, après l'exemple de la fenêtre qui permet de dominer du regard, autre manière de contacter les éléments avec une certaine maîtrise, le travail, dès lors, ligne 30, le travail arrachera les choses aux éléments et ainsi découvrira le monde. Nous faisons ici du vocabulaire, encore une fois, Lévinas nous donne son propre lexique. Le travail arrache les choses aux éléments, donc fait sortir de l'élément anonyme, confus, omniprésent et insaisissable. Il fait sortir, il arrache, Lévinas aime bien le mot fort, il fait sortir des choses. Qu'est-ce que Lévinas appelle des choses? Eh bien, c'est ce qui parvient à se dessiner dans l'élément confus, dans la confusion des éléments. Les éléments, c'est du micmac, les éléments, c'est du fourre-tout. Notre vocabulaire nous permet de sortir de ce grouillement, dira-t-il, d'en sortir des choses distinctes, de parler de choses et d'une chose à la fois et de se comprendre. Le travail arrache, ligne 19-20, le travail arrache.
les choses aux éléments. Ils sortent de la confusion, elles sont nommées. C'est ce qu'il appelait il y a quelques pages le travail de thématiser. L'humain désigne les choses, les nomme, et elles deviennent des choses. Arracher les choses, ligne 30, ligne 20, arracher les choses, le travail arrache les choses aux éléments, et ainsi découvrira le monde, découvrira, fera apparaître, c'est pour d'où le mot en italique. C'est un monde que je découvre autant que je l'invente. Ce qui est donné, c'est la confusion des éléments, c'est mon intervention qui y découvre, c'est-à-dire qui y ajoute, qui y introduit, ce qu'il appelle maintenant, qui y introduit des choses, et les choses ensemble donnent le monde. Qu'est-ce que Lévinas entend par l'expression le monde? Eh bien, le monde, c'est les éléments dominés en devenant, étant nommés comme des choses distinctes, qui ensemble alors, choses distinctes, qui ensemble font un monde. Le monde, pour les Grecs, c'était le monde domestiqué, le monde habité. Grâce aux éléments transformés en choses, nous avons accès à un monde domestiqué, un monde organisé. Un minimum d'organisation, mais qui continue, bien sûr. Cette saisie originelle, saisie donc qui fait sortir les choses de leur confusion dans l'élément et qui nous introduit dans un monde habitable. Cette saisie originelle, ligne 21, cette saisie originelle, tiens, il y a déjà saisie, il y a déjà une allusion à la possession. Cette saisie originelle de base dans cette emprise du travail qui suscite les choses dans les éléments, qui suscite les choses thématisées, domestiquées, cette saisie originelle qui transforme la nature en monde habitable, suppose, tout comme la contemplation du regard, contemplation qui elle aussi suppose quoi? Suppose le recueillement, ligne 23 au milieu, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de choses pour moi, de choses distinctes, il n'y a pas de monde pour moi, sans, il n'y a pas de regard dominant, sans d'abord, avant toute chose, tout cela, le recueillement du moi dans sa demeure. Si je vois les choses à partir de ma fenêtre, c'est parce que j'ai une demeure. Si je parviens à extraire des choses de ce micmac qui m'entoure, c'est parce que je suis dans une demeure à partir de laquelle tout cela se passe. Ligne 26, le mouvement par lequel un être humain comme moi, bâtit son chez-soi, s'ouvre. Donc chez-soi en retrait, son petit nid fermé, non, ce mouvement s'ouvre et assure l'intériorité. En même temps, donc, il ouvre et il ferme. S'ouvre et assure, il s'assure l'intériorité. Stop. Ce mouvement se constitue dans un mouvement par lequel l'être séparé se recueille. Un mouvement d'ouverture grâce auquel l'être séparé, l'être avec identité, se recueille à l'intérieur. Si bien que, conclusion de ce paragraphe, la naissance latente, la naissance en cours, disons, la naissance progressive, la naissance latente du monde montre, entre guillemets, comme je viens de le dire, comme l'ensemble des choses domestiquées, la naissance latente progressive du monde se produit à partir, le fameux à partir, le produit à partir de la demeure. S'il y a un monde autour de moi, c'est parce que d'abord, j'ai eu une maison avec l'accueil dont il a parlé. Ligne 28. L'ajournement de la jouissance. C'était le thème annoncé au bas de la page 129. L'habitation était déjà une manière de dépasser la jouissance et l'enfermement dans la jouissance. L'habitation est donc
profite d'un certain recul par rapport à la jouissance. L'ajournement de la jouissance qui rend possible un monde possible par la demeure, monde habité comme on a vu. Ligne 33 donc, l'ajournement, la mise à plus tard, l'ajournement de la jouissance, grâce à la maison, rend accessible un monde, c'est-à-dire l'être gisant en déshérence, il veut dire les éléments qui sont là et qui n'attendent que moi pour être nommés et travaillés. Je dis bien nommés et travaillés. Nommer, une manière de les posséder, les travailler, une manière de les mettre à mon service. Je relis donc, ligne 32, l'ajournement de la jouissance, le recul que j'ai par rapport à la jouissance, n'a d'autre signification, portée, signification, que cette mise à la disposition qui l'accomplit, qui en est l'énergie. Donc le recul que me donne la demeure, le côté négatif, c'est que j'ajourne ma jouissance, j'arrête de jouissance pour me recueillir, pour réfléchir, mais grâce à ce recueillement a une signification qui est que le monde est à mes pieds. Comme on l'a vu à partir de la fenêtre là tantôt, je contemple, je suis équipé à partir de là d'un regard qui domine. L'ajournement de la jouissance. Donc, le renoncement provisoire à la jouissance a comme signification, a comme portée et l'occasion de mettre à la disposition, de mettre le monde d'une certaine manière, de l'étaler à mes pieds, ce qui est le geste même de la contemplation, du regard qui domine. Il est à la disposition, il est, je disais de la ligne 34, il est gisant en déshérence. D'errance, c'est le terme juridique pour dire qu'il n'y a pas d'héritier devant un héritage. L'héritage est là, il est à prendre ou à laisser, il ira probablement à l'État, si personne ne le réclame, il est là, sans propriétaire, le regard par lequel j'ajourne la jouissance, le regard met à mes pieds, met à ma disposition les choses et le monde qu'elles composent. Ce monde se propose à moi pour que j'en fasse ce que j'en ferai, pour en prendre possession dès la ligne 30. Il n'y a là, dit Lévinas, je lis, ligne 30, aucune causalité. Le monde ne résulte pas de cet ajournement décidé dans une pensée abstraite. Non, ce n'est pas une affaire intellectuelle, une causalité intellectuelle. L'ajournement, ligne 32, l'ajournement de la jouissance n'a d'autre signification que cette mise à disposition qu'il accomplit, qui en est l'énergie. Le mot énergie ici, j'entends le mot résultat. Mise à disposition qui accomplit la jouissance, qui lui donne un cran supérieur, un cran plus humain, typiquement humain, accomplissement qui en est l'énergie, c'est-à-dire le couronnement, aussi bien la promesse que le résultat, il faut deviner ce qu'il veut dire. Pour en arriver là, en arrivant à extraire des choses de l'élément et à construire un monde habité à partir de là, ce qui met les choses à ma disposition, c'est un bouleversement qui change tout à fait ma situation dans mon environnement. C'est ce qu'il va dire maintenant. Une nouvelle conjecture dans l'être, dans mon environnement. Une nouvelle conjecture, ce sera, dira-t-il, a-t-il dit et dira-t-il encore, ce sera l'apparition d'une utopie, d'une extraterritorialité, l'apparition d'une demeure où je suis chez moi en étant chez l'autre. Cette nouvelle conjecture dans ce qui existe,
Nouvelle conjecture, accomplie, 35, accomplie par le séjour dans une demeure et non pas par une pensée abstraite. Cette nouvelle conjecture, cette nouvelle manière de vivre est nécessaire, ligne 36, est nécessaire pour le déploiement de cette énergie, de ce résultat, à part un monde à disposition. Ce séjour, la nouvelle conjecture dans l'environnement devient ici ce séjour dans la demeure, l'habitation, avant de s'imposer comme un fait empirique, comme ma maison à moi, par concours de circonstances. Ce séjour dans une demeure conditionne tout empirisme. Donc, et avant, c'est à partir, le fameux à partir de là que tout se passe. Le séjour dans une demeure conditionne tout empirisme. Donc, tout contact, tout relevé, toute intervention dans les choses de l'expérience. Toute mon activité, tout mon savoir est conditionné, tout empirisme, toute fonction qui s'occupe de l'expérience est conditionné. Donc, ce séjour dans une demeure conditionne. Et alors, c'est fracassant comme conséquence. Tout empirisme et la structure même du fait. En science, on s'occupe des faits, rien que des faits. Et si possible, de tous les faits. Eh bien, d'où vient le fait? Le fait n'apparaît que si j'ai d'abord une demeure. Il y a des faits en science parce que je vis dans une demeure. Je relis la phrase. Ligne 37. Ce séjour dans une demeure, habitation, avant de s'imposer comme fait empirique, conditionne, donc c'est lui-même un fait évidemment, mais conditionne tout empirisme et la structure même du fait, s'imposant à une compréhension, à une exploration scientifique, à, disait la ligne 18, à s'imposant à un regard dominateur qui est aussi bien une pensée dominatrice. Il n'y a de science qu'à partir d'une demeure, il n'y a de faits scientifiques qu'à partir de là, qu'on se le tienne pour dire. Et inversement, nous passons à la page 131, si Daniel veut bien. Inversement, la présence chez soi déborde l'apparente simplicité que lui trouve l'analyse abstraite du pour soi. Donc on peut, cette habitation, on peut la réduire abstraitement à quelque chose de tout à fait simple, élémentaire. Non, c'est fondamental, dit Lévinas, ligne 1, page 31, la présence chez soi, le fait d'habiter chez soi déborde. C'est énorme, donc c'est grand, déborde l'apparente simplicité intellectuelle que l'analyse peut y découvrir. Il y a là l'expérience physique d'un lieu physique, habité physiquement, qui est infiniment plus consistant, plus important que l'analyse abstraite qu'on peut en faire après coup. Nous sommes donc à la page 131, à la ligne 3. Nous allons décrire, dit Lévinas, nous allons décrire dans les pages qui suivent, il va décrire plusieurs petites choses, plusieurs petites remarques qui ont leur saveur quand on les déguste. Nous allons décrire dans les pages qui suivent la relation, quelques-unes des relations, la relation qu'instaure la maison avec un monde à posséder, à acquérir, à rendre intérieur. Vous avez toute la gamme là, enfin un échantillon de la gamme des possibilités de ce monde qui est à mes pieds. Rappelez-vous, il gisait devant moi, ligne 29, il gisait étalé devant moi, à disposition. Qu'est-ce que je vais faire de ce monde qui est devant moi à disposition? Je vais pouvoir, ligne 4, le monde que je peux posséder, acquérir et rendre intérieur. Il peut devenir aussi l'occasion d'une habitation proprement dite. Paradoxe du créé, l'extérieur me permet de faire de l'intérieur. Posséder était le premier des verbes, relation qu'instaure la maison avec un monde à posséder, acquérir. En effet, le premier mouvement, premier réflexe de l'économie est égoïste. Et dirions-nous
biocentré, comme vous savez. Et n'est pas transcendance, ou presque pas. Il y a un minimum de transcendance, mais pas vraiment une transcendance affirmée. Il n'est pas expression, quand Lévinas dit expression, ça veut dire expression de quelqu'un, évidemment. Expression d'un visage. Le premier mouvement de l'économie, donc de la possession des choses du monde, n'est pas transcendance, ou presque pas, et n'est en tout cas pas, ou presque pas, expression de quelqu'un. Le travail, ligne 6, ligne 7, le travail qui arrache, arracher, c'est de mots forts. Il avait déjà employé ce mot arracher, qui fait sortir, qui arrache les choses, qui sort les choses des éléments où je baigne, les fameux éléments là. Ce travail découvre des substances durables, pléonasme, des substances durables, des choses qui durent, mais suspend aussitôt l'indépendance de leur être durable, en les acquérant comme biens meubles, transportables, mis en réserve, déposés en la maison. Donc Lévinas nous dit deux choses. Le travail transforme les choses, ça va revenir ça. Le travail transforme les choses en substances durables. L'expression est à la ligne 8. Le travail, par exemple, évidemment, la fabrication d'un objet, d'un meuble, j'en fais une substance durable. Ce n'est plus du bois qui va pourrir dans la forêt, je transforme ce bois en une substance durable, en une table et en une chaise. Je vais au magasin et comme travail, je fais mes emplettes. Ces emplettes, je les apporte à la maison, on va voir, et elles sont durables. J'ai même un frigo pour les faire durer plus longtemps. J'ai besoin de substances durables à partir des éléments où je baigne et qui sont, eux, en confusion parfaite. J'en tire des choses, même mieux que des choses, des substances durables. Mais durables de manière provisoire, paradoxe. Durables, leur être, en même temps, je suspends, ligne 8, en les achetant, en les fabriquant, je suspends en même temps leur être durable, leur indépendance, en les acquérant comme bien même, ce sont des biens rien qu'à moi, transportables, mis en réserve, disposés dans la maison, j'en dispose, ils sont durables, mais en même temps, ils sont exploitables, manipulables, ce sont des substances, entre guillemets, qui sont relativement durables. Comme possession, elles durent, mais ce n'est que la durée d'une possession, les deux ensemble. Ligne 10, ligne 11, la maison qui fonde la possession. C'est à partir de la maison qu'il y a possession qui devient possible. La maison qui fonde la possession n'est pas possession dans le même sens que les choses meubles qu'elle peut recueillir et garder. Donc, posséder une chose, c'est une toute autre expérience que de posséder une maison, comme on dit. C'est le même mot posséder en français, mais l'expérience est toute différente. C'est cette différence qu'il faut tâcher de suppodorer ici en lisant Lévinas. Je vous résume ça en 4 lignes, les 4 lignes qui suivent à partir de la ligne 13. Elle, la maison, oui, elle est une possession. Elle est possédée parce qu'elle est d'ores et déjà hospitalière à son propriétaire, tout à fait unique et exceptionnel. Elle est possédée, mais parce qu'elle est déjà, avant cela, hospitalière à son propriétaire, ce qui renvoie à son intériorité essentielle, intériorité de la page 128, ligne 9, que je vous proposais de mettre comme sous-titre, intériorité, c'est-à-dire chaleur de l'accueil. La maison, en même temps qu'elle est possédée, est déjà hospitalière, ce qui renvoie, ligne 14, ce qui renvoie à son intériorité, à son
à sa chaleur essentielle, et à l'habitant, évidemment, qui l'habite avant tout habitant, tout autre habitant, renvoie à l'accueillant par excellence, l'accueillant qui habite avant tout habitant, l'accueillant par excellence, l'accueillant en soi, j'ai dit l'être féminin. Stop. Avant toute chose, avant toute science, avant toute rencontre d'un fait, il y a la demeure, et avant la demeure, il y a la familiarité que je rencontre dans cette demeure et qui vient pas de moi, qui vient de l'être féminin. Ligne 13, premier mot. Ligne 13, ligne 17, excusez. Et ici vient la parenthèse que nous annoncions dans la discussion là tantôt, où Lévinas précise que l'être féminin peut être le cas de n'importe qui parvient à trouver la manière incomparable du féminin. 5 lignes pour nous dire ça, je vous lis à partir de la ligne 17. Après avoir, il vient d'empêcher l'être féminin, l'être au féminin, la manière féminine, il ajoute, 17, faut-il ajouter qu'en aucune façon il s'agit ici de soutenir, en bravant le ridicule, soutenir la vérité ou contre-vérité empirique, que toute maison suppose en fait une femme. Le féminin a été rencontré dans cette analyse comme l'un des points cardinaux de l'horizon où se place la vie intérieure, et l'absence empirique de l'être humain de sexe féminin dans une demeure ne change rien à la dimension de féminité qui est seulement, qui reste ouverte, qui reste possible, comme l'accueil même de la demeure, accueil qui peut être joué, proposé par le premier venu, qu'il soit masculin ou féminin. C'est la manière féminine qui est ici le trésor incomparable, un accès unique à une chose spécifiquement humaine. Nous sommes partis du paragraphe 3 intitulé « La maison et la possession ». Nous sommes au paragraphe 4 maintenant, « Possession et travail ». On va donc thème et variation sur ce que nous avons déjà dit de la possession et du travail. Un peu de patience et nous arriverons à des applications tout à fait étonnantes, mais il faut de la patience, c'est le secret de la philosophie. Il faut y mettre du temps et ne pas vouloir tout comprendre à la première lecture. Paragraphe 4, possession et travail. Deux choses qui ne sont évidemment possibles, vous l'aurez deviné, ne sont possibles qu'à partir d'un moi qui habite. Un moi doté de nourriture, de vêtements et de logement au même titre. Ligne 26, l'abord du monde, l'accès au monde se produit dans le mouvement qui, à partir de l'utopie de la demeure, parcourt un espace en dehors, pour y effectuer une prise originelle pour saisir ou pour emporter. Je vais au magasin pour prendre, saisir ce qui me manque. Ça se passe dans l'espace et je prends. Prise originelle, dit-il. Il avait parlé d'une attitude égoïste à la ligne 6. De la même page, la main, allons-nous voir, sert d'abord à prendre pour moi, à accaparer, à posséder. Il y a avant cela une demeure, il y a, dit la ligne 27, il y a d'abord l'utopie, l'extraterritorialité de la demeure, oui, mais à partir de là, tout de suite, c'est le réflexe primaire de prise originelle qui commande. Prise originelle, ligne 28, prise originelle pour saisir et pour emporter. J'ai cueilli tout un panier de cerises, je saisis le panier et je l'emporte à la maison pour le mettre sur la table.
À ce moment-là, quand je prends et que j'emporte, l'avenir incertain qui menaçait la jouissance, à ce moment-là, l'avenir incertain de l'élément tout autour se suspend. Pendant que je m'affaire à saisir et à emporter, j'oublie, je mets en suspens la sourde menace, le grouillement des éléments tout autour de moi qui peut me faire tellement peur. L'élément se fixe, se réduit entre les quatre murs de la maison. Je suis à la ligne 29. L'élément insaisissable, omniprésent et qui fait peur, eh bien non, l'élément est, par le travail évidemment et par la possession, est ramené à des proportions qui font moins peur, que je maîtrise en partie, ligne 29, l'élément se fixe, au lieu de grouiller et de m'échapper, de filer vers un avenir qui est inconnu, non, l'élément se fixe, voilà, j'ai ce panier de cerises, je l'ai bien en main et je m'en occupe, je me sens sécurisé. L'élément se fixe entre les quatre murs de la maison, l'élément se calme dans la possession, c'est un moment de répit grâce à la saisie, grâce à la prise originelle. Et en effet, l'élément y apparaît, si je prends une chose parmi ces éléments, une chose à la fois, il y apparaît, l'élément y apparaît comme chose. Chose, on a vu, une chose domestiquée, laquelle peut se définir peut-être par la tranquillité. Grâce à mon occupation de prendre et d'emporter, je jouis d'une certaine tranquillité grâce à la maison vers laquelle j'emporte mes marchandises, bien entendu, mes cerises, c'est pour les apporter à la maison et je jouis d'une certaine tranquillité en les transportant de l'extérieur vers l'intérieur. Une tranquillité, encore une des caractéristiques de la maison, bien sûr. Une tranquillité comme une nature morte, dit Lévinas à la ligne suivante, à la ligne 32. Comme une nature morte, à disposition, bien sûr, qui est sur les tableaux de nos peintres nationaux d'une truculence, d'une richesse extraordinaire, et qui est un moment de répit, malgré l'entourage des éléments menaçants. Comme une nature morte qui accapare mon attention et ma gesticulation et me tranquillise, comme apaisant une nature morte. Et, précise Lévinas alors, il fait tomber le mot, cette saisie qui procure tranquillité, cette saisie opérée sur l'élémental, c'est le travail. L'alinéa annonçait possession et travail, voici ce que fait le travail. Il saisit des choses dans la confusion environnante. Ligne 34, la possession des choses à partir, le fameux à partir de la maison, la possession des choses qui se produit par le travail se distingue de la relation immédiate avec le non-moi dans la jouissance, évidemment, se distingue de la possession sans acquisition durable, dont jouit, possession sans acquisition, dont jouit la sensibilité qui, elle, baigne dans l'élément, sensibilité qui possède sans prendre et sans stocker. Lévinas veut nous montrer que le travail est en progrès sur la jouissance. La jouissance était une relation immédiate avec l'extérieur, avec le non-moi. Mais en y ajoutant la possession par le travail, j'ai une acquisition supplémentaire. Je possède ce que la jouissance ne faisait pas, ou beaucoup moins. Je possède sans prendre. Prendre ici est ambigu, je dirais. Grâce au travail, je possède, grâce au travail, je possède, oui, de manière durable, avons-nous vu, tandis que la jouissance, elle possède sans prendre. Avant-dernière ligne, page 131, la jouissance possède sans stocker, sans s'accumuler. Elle se contente de jouir
du moment présent. Dans la jouissance, justement, le moi n'assume rien. Lévinas va ici un petit peu raccourcir la jouissance, la bloquer d'une certaine manière dans le moment même de la jouissance, alors que, par ailleurs, ce moment débouche lui aussi vers une crispation dont on a parlé et une certaine peur. Dernière ligne, page 131, si Daniel veut bien préparer la page 132, qui sera la dernière pour aujourd'hui. Dans la jouissance, avant la possession, non, le moi n'assume rien, il n'est pas propriétaire, il n'a qu'un rapport assez immédiat avec la chose qui le fait jouir. Le moi d'emblée, il vit de, il est dedans, hein. La possession par la jouissance se confond avec la jouissance. Aucune activité supplémentaire ne précède la sensibilité. J'ajoute ce mot supplémentaire parce qu'il y a évidemment une activité qui précède la sensibilité, mais ce n'est pas une activité supplémentaire. C'est une activité implicite qui passe dans les plis de la jouissance. Elle est immédiate. La jouissance me tombe dessus. C'est une surprise délicieuse au moment même, indépendamment d'une activité, d'une relative activité qui a pu procéder. Ici, Lévinas accentue la chose et prétend qu'il n'y a, ligne 2, aucune activité ne précède la sensibilité. J'estime qu'il exagère, mais ça fait partie du personnage. Il y a une certaine activité qui précède la sensibilité, mais elle n'est pas dominante, elle passe dans les plis, on ne la remarque pas. En revanche, ligne 2, en revanche, posséder en jouissant, c'est aussi être possédé. Oui, c'est une vieille sentence de la sagesse des siècles que je suis possédé par mes possessions. Et en effet, dès que je possède quelque chose, je suis chargé de m'en occuper, de la protéger, de l'entretenir, etc. Possession équivaut à esclavage. Le possesseur est le maître de ce qu'il possède. Il est aussi l'esclave possédé par ce qu'il possède. Je mets un stop après ce possédé. Je lis donc. En revanche, ligne 3, en revanche, posséder en jouissance, c'est aussi être possédé. Stop. Et alors, après ce stop, il y a une allusion dont on aurait pu se passer, mais enfin, elle s'y trouve. Posséder, c'est être livré à la profondeur insondable, c'est-à-dire à l'inquiétant avenir de l'élément. Donc, la jouissance, c'était libérer d'une certaine façon de cet élément en en jouissant, même si la jouissance était bientôt crispée et inquiète aussi, avec la possession de ce dont je jouis. Là, je suis remis fortement en contact, dit Lévinas. Je me demande pourquoi. Peut-être l'inquiétude de la durée de cette possession, dont je me rends compte combien elle m'échappe de plusieurs manières. Je relis, ligne 2 à la fin. En revanche, posséder en jouissance, c'est aussi être possédé, stop. Et c'est posséder, c'est être livré à la profondeur insondable, c'est-à-dire à l'inquiétant avenir de l'élément, ce qu'il appelait dans les pages précédentes quelque chose comme un néant. Ce néant, il va revenir plusieurs fois à cette page 162, c'est celui que Jacques Derrida, la semaine passée, celui dans lequel ce néant, Derrida, il voyait une interrogation, si vous vous rappelez, une interrogation pathétique lancée dans le vide et sans réponse, bien entendu. Interrogation, inquiétude, inquiétante à venir, dit Lévinas ici à la ligne 4. Et d'après lui, la possession, s'ajoutant à la jouissance, nous remettrait, plus que nous, ferait de nous quelqu'un de livré à cette ligne 4,
à cette profondeur insondable et inquiétante. Si vous voulez d'autres passages où on parle de ce néant, il y a page 124 à la ligne 1 et 4, page 124 bien entendu, mais également à la page 130 que nous venons de voir et à la page 120 que nous avons déjà lue. Alinéa page 132, ligne 6, la possession, à partir, la demeure, toujours à partir, se distance du contenu possédé, bien entendu, et de la jouissance convenue, c'est assez élémentaire. En saisissant pour posséder, là c'est la main qui saisit, en saisissant pour posséder, le travail suspend dans l'élément, je saute à la ligne, l'indépendance de l'élément. Donc vous mettez une parenthèse, je vois que le temps avance, on va terminer là-dessus. Je prépare la phrase que nous lirons la semaine prochaine en mettant une parenthèse. Ligne 7, je lis « En saisissant pour posséder, le travail suspend dans l'élément, stop, parenthèse, qui exalte mais emporte le moi jouissant, fermez la parenthèse, l'indépendance de l'élément, son être. » Je relis alors en sautant la parenthèse, ligne 7, en saisissant pour posséder, le travail suspend, ajourne dans l'élément l'indépendance de l'élément, son être. Ça mérite une explication. Vous avez déjà un morceau de lexique chez Lévinas. Quand il dit l'être d'une chose, il veut dire son indépendance. Et il va développer cette remarque en non, ridiculiser cette fois. Enfin, on a un paragraphe qui va marquer son hostilité foncière avec tout ce qui a à voir avec l'ontologie et l'être, mais ce sera l'élément de l'objet de notre dernier cours, celui de la semaine prochaine, le 19 mai, où je serai très heureux de vous recouvrir et en attendant, bon appétit pour la jouissance de ce prochain repas. Bye. Merci beaucoup, Ludovic. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Plus qu'un effort. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà, bye bye. Merci, à la semaine prochaine alors. Merci beaucoup. Merci à Daniel. J'oubliais un vibrant merci pour notre opérateur compétent et sans la moindre bavure d'hésitation. C'est formidable. Merci à Daniel. Merci à vous. Et peut-être à la semaine prochaine, puisqu'il y a des surprises dans l'organisation. Qui sait, qui sait. Qui vivra verra. Au revoir.